Comme des loups qui pleurent, une grande partie du monde fait la sourde oreille lorsque la Corée du Nord menace de destruction ses ennemis. Mais maintenant, dans sa 13e année à la tête du pays, Kim Jong-un pourrait réellement être sérieux au sujet d'un conflit armé. Alors que les capacités nucléaires et le programme de missiles de son pays ont mûri, Kim teste les limites de son nouveau pouvoir stratégique. En janvier 2024, il a fermé les agences travaillant sur la réunification et a retiré les déclarations de même esprit de la Constitution de la Corée du Nord. Kim a ensuite fait une diatribe, déclarant qu'il avait le droit d'annihiler la Corée du Sud. Dans des circonstances normales, une telle rhétorique serait rejetée. Nous vivons toutefois en temps de guerre. Pensez à l'Ukraine, Israël, l'Iran, l'Éthiopie, etc. Un conflit armé en Corée est exactement le genre de guerre dans lequel nous pourrions trébucher si les provocations récentes devaient s'intensifier. Bien qu'il soit vrai que la Corée du Nord n'a aucune chance de gagner une guerre contre le Sud, les retombées verraient des millions d'obus d'artillerie et des milliers de roquettes pleuvoir sur la capitale de la Corée du Sud, Séoul, qui se trouve à un jet de pierre de la zone démilitarisée. Cette même région se trouve également être le foyer de l'essentiel de l'énorme économie sud-coréenne. Les ramifications d'un tel conflit seraient mondiales. Imaginez un conflit mortel en plein milieu des 2e, 3e et 13e plus grandes économies. Les chaînes d'approvisionnement s'effondreraient, l'inflation augmenterait en flèche et l'économie mondiale serait déraillée. Il est clair que la rhétorique de Kim ne peut pas être facilement ignorée. Alors passons en revue quelques scénarios si Kim décide de mettre à exécution ses menaces. Comment une guerre avec la Corée du Nord se produirait-elle? On peut sûrement supposer que ce ne serait pas comme en 1950. À l'époque, les troupes nord-coréennes envahissantes ont pris les États-Unis par surprise et ont rapidement pris le contrôle d'une grande partie de la péninsule avant la contre-offensive américaine et sud-coréenne. Pyongyang a presque atteint la victoire totale. Cependant, les forces alliées ont rapidement rassemblé leurs troupes et inversé la situation, repoussant les Nord-Coréens au-delà de leur base d'origine, atteignant presque la frontière chinoise. Sans surprise, Pékin s'est impliqué, ce qui a finalement conduit à une impasse qui a abouti à un traité de cessez-le-feu. La péninsule coréenne est restée divisée autour du 38e parallèle depuis lors. Il est peu probable que Kim Jong-un répète l'histoire, non pas par manque de volonté, mais par manque de moyens. La Corée du Sud a une nette supériorité technologique. Ils abattraient des jets nord-coréens même avant qu'ils n'entrent dans leur espace aérien. Il est donc plus probable qu'une guerre entre les deux Corées survienne de manière non intentionnelle. Une provocation routinière, par exemple, pourrait être mal interprétée et une rétorsion d'avant en arrière pourrait dégénérer en une guerre totale. L'endroit le plus probable pour un tel incident est près des îles frontalières dans la mer Jaune. Ces îles font partie de la Corée du Sud, mais sont situées dans des eaux revendiquées par le Nord. En 2010, les forces nord-coréennes ont torpillé un navire de guerre sud-coréen près de l'île de Bangnyeong, tuant 46 marins. Quelques mois plus tard, cette même île a été le théâtre d'un bombardement d'artillerie mortel qui a tué des soldats et des civils. Il suffit de dire que les tensions sont vives dans la mer Jaune. Même aujourd'hui, aussi récemment qu'en janvier 2024, la Corée du Nord a effectué des exercices militaires près des îles frontalières. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a répondu en disant « Si la Corée du Nord fait une provocation, nous la punirons plusieurs fois. » Tout affrontement qui s'intensifie, même une attaque périphérique dans la mer Jaune, mettrait rapidement Séoul dans la ligne de mire. En tant que capitale politique et industrielle de la Corée du Sud, la grande région métropolitaine de Séoul abrite 26 millions de personnes. Séoul abrite également environ 70% de l'économie de 1,6 trillion de dollars de la Corée du Sud. C'est la base de certains des plus grands géants industriels du monde, y compris Samsung, Hyundai, Kia Motors, LG Electronics et bien d'autres. Un conflit armé qui toucherait Séoul, même bref,
entraînerait l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui plongerait alors l'économie mondiale dans une récession. Malheureusement pour Séoul, elle se situe à seulement 40 km de la zone démilitarisée. De l'autre côté de cette ligne, la Corée du Nord a placé environ 12 000 pièces d'artillerie, stockées avec des millions de rondes d'obus, sans parler de milliers de missiles et de roquettes. Si le conflit devenait cinétique, la Corée du Nord viserait probablement des cibles militaires, politiques et économiques de grande valeur à Séoul. Selon une analyse de Research and Development en 2020, une seule minute de barrage d'artillerie et de roquettes ferait 15 000 victimes à Séoul. Si le barrage dure plus d'une heure, le nombre grimperait à 100 000. Selon les Sud-Coréens, le Nord peut tirer environ 500 000 obus d'artillerie dans la première heure et maintenir ce rythme pendant plusieurs heures. Nous parlons donc de centaines de milliers de victimes le premier jour, uniquement à cause de la puissance de feu conventionnel. La simple pensée de cette capacité donne à Pyongyang un incroyable levier politique. La Corée du Nord garde ses obusiers, mortiers et roquettes en position fortifiée et prêts à tirer à court préavis précisément pour cette raison. En même temps, selon le ministère de la Défense de la Corée du Sud, environ 200 000 soldats nord-coréens tenteraient de franchir la frontière par la terre, la mer, l'air et même par tunnel. Leur objectif serait de cibler et de détruire l'infrastructure sur la rivière Han qui traverse le centre de Séoul. Ce faisant, ils diviseraient la ville en deux et piégeraient des millions de civils tentant de fuir la Seine. En piégeant la population civile, la Corée du Nord pourrait alors tirer des armes chimiques dans la ville. Pyongyang dispose d'un arsenal allant jusqu'à 5000 tonnes d'armes chimiques, y compris du gaz de chlore, du cyanure et du sarin. Dans les bonnes conditions, 1000 kg de sarin pourrait éliminer jusqu'à 125 000 personnes. Donc, si de tels agents neurotoxiques étaient tirés sur Séoul, des milliers de personnes mourraient à chaque minute qui passe. C'est le truc des cauchemars. Néanmoins, c'est là que l'avantage nord-coréen s'arrête. La Corée du Sud est plus que prête pour un combat. Le pays dispose de systèmes de défense patriotes capables d'intercepter les missiles entrants. Il compte près de 600 000 personnels en service actif et plus de 3,1 millions en réserve. Le budget militaire de la Corée du Sud est plus grand que l'ensemble de l'économie de la Corée du Nord. De plus, environ 28 000 troupes américaines sont basées dans le pays et l'armée sud-coréenne aurait un accès ininterrompu aux satellites espions américains. Si cela s'avère toujours insuffisant, les bombardiers américains à Guam et les navires de guerre au Japon pourraient venir en aide à la Corée du Sud. Il faut admettre que la Corée du Nord a un avantage en termes de main-d'œuvre. Les 200 000 troupes nord-coréennes qui franchiraient la frontière vers le sud font partie de l'armée permanente de 1,1 million de soldats. Cependant, les chiffres ne font pas tout. Les forces terrestres sud-coréennes sont mieux équipées et mieux formées. Leur système de missiles Javelin ferait un travail rapide des véhicules blindés de l'ère soviétique utilisés par le Nord, dont il y en a environ 6500. Et si cela ne suffisait pas, la Corée du Sud dispose de jets F-35 équipés de missiles solaires haut de gamme qui peuvent faire face à tout ce que le Nord lui lance. Dès les premières minutes de contact, la Corée du Sud, avec l'aide des Américains, établirait une supériorité aérienne totale de toutes les manières imaginables. Les forces sud-coréennes viseraient les centres de commandement hostiles, les sites de munitions, les radars, les bunkers, les silos de missiles et les installations nucléaires, dans l'espoir d'éliminer autant d'actifs hostiles que possible. La même suprématie s'étendrait au domaine naval. Les sous-marins nord-coréens sont obsolètes et ne peuvent pas s'éloigner beaucoup de la côte car cela les rendrait détectables. En quelques jours, l'infrastructure militaire, la logistique et le réseau de transport de la Corée du Nord seraient détruits et laisseraient le pays sans défense, mais les combats sur le terrain se prolongeraient encore quelques semaines, voire des mois. Finalement, cependant, la Corée du Sud prendrait le dessus et chercherait à prendre les villes du Nord. Séoul gagnerait mais à un coût énorme, un coût si élevé que certains pourraient même le considérer comme insupportable.
Un autre scénario possible serait une guerre limitée avec la Corée du Nord, un scénario qui a été discuté pendant l'administration Trump. Une guerre limitée sous forme de frappe préventive n'aurait lieu que si Washington et Séoul pensaient qu'une attaque nord-coréenne à grande échelle était imminente. L'objectif d'une guerre limitée serait de démontrer la supériorité militaire des forces alliées et de rappeler à Kim qu'il rencontrerait une fin des plus inhabituelles. Son but serait de délivrer un message de dissuasion. Le problème avec la guerre limitée est qu'elle conduirait très probablement à une guerre totale. De plus, ces dernières années, la majorité des fusées à carburant liquide de la Corée du Nord ont été remplacées par des systèmes à carburant solide qui prendraient encore moins de temps à tirer. Ainsi, l'option préventive verrait une riposte nord-coréenne par missiles et roquettes avec peu ou pas d'avertissement. Pire encore, si Kim interprète mal la frappe préventive américaine, il pourrait très bien réagir en déployant des armes nucléaires. En janvier 2023, un document déclassifié du Conseil national du renseignement américain a déclaré que Kim n'utiliserait des armes nucléaires que s'il croyait que lui et son régime étaient en péril. Une mauvaise interprétation d'un message de dissuasion pourrait tomber dans cette catégorie. Le nombre précis d'armes nucléaires nord-coréennes est inconnu. On suppose qu'il se situe quelque part entre 40 et 90 ogives, l'objectif ultime de Kim étant de développer entre 100 et 300 ogives dans les années à venir. Une frappe nucléaire sur Séoul pourrait causer jusqu'à 1 500 000 de victimes, et cela avec une seule ogive. La Corée du Nord pourrait également frapper contre les bases américaines à proximité, y compris Busan, Okinawa et même Guam. Les victimes américaines se compteraient par milliers. Frapper des cibles sur le continent américain est également ouvertement discuté, mais il est discutable que les Nord-Coréens aient la technologie des missiles balistiques intercontinentaux à ce stade. Une autre variable à prendre en compte est la Chine. Pékin a historiquement agi en tant que plus proche allié de Pyongyang, combattant même aux côtés des Nord-Coréens pendant la Première Guerre. La Chine a toutes les raisons de prévenir un conflit armé dans son voisinage. Un conflit conventionnel ou nucléaire entraînerait la défaite éventuelle de la Corée du Nord et rapprocherait encore plus les troupes américaines de la frontière chinoise. Donc le conflit armé va à l'encontre des intérêts de la Chine. Même ainsi, l'influence de Pékin sur Pyongyang est limitée. Malgré des liens économiques étroits, les Chinois se sont avérés incapables de contraindre le comportement de leurs alliés nord-coréens. Par exemple, pendant l'administration Trump, la Chine a coopéré avec les États-Unis au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour condamner le programme d'armes nucléaires de la Corée du Nord. Pourtant, l'effort diplomatique n'a pas réussi à changer la politique de Kim. Tout ce qu'il a fait, c'est pousser la Corée du Nord plus près de l'étreinte de la Russie. Depuis lors, les ventes d'armes nord-coréennes à la Russie ont rapproché les deux pays d'un accord. D'un autre côté, cependant, les ventes d'armes nord-coréennes à la Russie pourraient être le seul point positif dans l'ensemble du paysage stratégique. Kim vend à Poutine des millions d'obus d'artillerie valant des milliards de dollars. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, mais une bonne nouvelle pour la Corée du Sud car cela donne à Kim une bouée de sauvetage pour éviter le conflit. Si Kim avait réellement l'intention de partir en guerre, la dernière chose qu'il ferait serait de vendre des munitions de peur de manquer d'armes en temps de guerre. Bien sûr, Kim pourrait toujours sortir complètement du script et réfuter la sagesse conventionnelle. C'est arrivé en Ukraine, en Israël, en Iran, et c'est exactement le type de conflit qui peut se produire en Corée. La seule chose que nous pouvons dire avec un certain niveau de confiance est que la Corée du Nord est prête à faire la guerre, mais elle n'a pas l'intention d'en commencer une. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, Sagal.